Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Porté au pinacle en Afrique dans les années 90, à la faveur de l'éviction de nombreux régimes autoritaires, la démocratie y connaît aujourd'hui un reflux qui donne toute la mesure du chemin à parcourir pour son approfondissement et son enracinement. Les institutions et les pratiques démocratiques révèlent leurs limites quand ce n'est pas leur perversion. La transhumance, appelée également nomadisme politique, est rangée parmi ces travers. La transhumance est différente de la dissidence. Le dissident organise sa tendance au sein de son parti ou le quitte pour en créer un autre ou déploie son jeu politique en dehors des partis. Le transhumant ou le nomade politique, au contraire, quitte son parti avec armes et bagages pour en rejoindre un autre, tout en se réservant la possibilité au gré des circonstances de revenir dans son parti d'origine. Ce phénomène pose à la fois des problèmes d'ordre éthique, moral et juridique sur la portée desquels les opinions divergent. Et pour opiner sur cette problématique d'actualité au Bénin, je reçois pour vous ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité, un monument de la scène politique béninoise. Juriste de formation, maître Abraham Zizi-Doué est ancien ministre de la République du Bénin, ancien président de la Cour suprême du Bénin, élu 3 fois député au Parlement lors des premières, 4e et 8e législatures, professeur d'université de son État. Il est également ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Maître Abraham Zizi-Doué, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Oui, tout le plaisir. Je rappelle que vous êtes également membre du présidium du parti politique Union progressiste, dont vous êtes le responsable à la formation. Tout à fait. Avec lui, chers amis internautes, nous allons également aborder les thématiques de hautement social évoquées par le président Patrice Talon dans son discours d'investiture pour son second quinquennat. Nous en parlerons également des jeunes en politique. Et avec lui, si le temps nous le permet, nous essaierons de commenter l'actualité sociopolitique au Bénin, notamment les commentaires autour des procédures de Joël Frédéric Aïvor et de Rekia Madougou. Nous allons commenter également cette actualité liée à la France qui a accordé l'asile politique aux juges démissionnaires de la Criette, Batamoussi et Sowe. Alors, pour entrer dans le vif, j'allais dire, du sujet qui nous réunit ce matin, dites-nous, Maître Abraham Zizi-Doué, qu'entendez-vous par transhumance politique? Merci, cher ami. Quand on parle de transhumance, ça fait penser au changement de saison. On pense à la transhumance de certaines bêtes, de certains animaux qui quittent un point pour aller à un autre point à la recherche, n'est-ce pas, de la nourriture. Alors, ce mot a été transféré dans le langage politique pour montrer le mouvement qu'opérait un homme ou des hommes politiques, des députés, des citoyens, d'un point politique à un autre point politique. Pour être plus concret, on peut distinguer, si vous le voulez bien, une transhumance parlementaire, ça c'est au sein de l'Assemblée, c'est le fait des députés de quitter peut-être un groupe parlementaire pour un autre groupe parlementaire ou bien un parti politique pour un autre parti politique. Là, c'est au sein du Parlement, la transhumance parlementaire. On peut distinguer une transhumance extra-parlementaire, donc en dehors du Parlement. Et ça peut être le fait d'un homme politique qui quitte un parti pour un autre, une transhumance partisane, on peut appeler ça une transhumance partisane. On peut être de la société civile, un acteur de la société civile qui quitte, qui décide désormais, n'est-ce pas, d'entrer dans la politique. Il quitte la société civile pour entrer en société politique. On peut parler de transhumance civile. Donc, ça dépend de votre niveau où vous étiez et au point où vous voulez atterrir. Alors, donc, c'est un phénomène que, bon,
on observe ces temps-ci, à juste titre, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau, d'autant plus que à la 4e législature, moi j'avais fait une proposition de loi pour mettre fin à cette transhumance-là, parce que ça choquait un peu la morale et l'éthique. Justement, avant d'en venir à votre proposition de loi sur la transhumance politique, vous avez dit que ça choque l'éthique et la morale. Oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de Béninois qui dénoncent le fait. Il y a eu une réforme du système partisan qui a été effectuée à l'avènement du président Patrice Talon, laquelle réforme avait pour leitmotiv également de freiner ce que nous déplorons aujourd'hui. Mais qu'avez-vous à dire face à ce qui s'observe aujourd'hui, où des élus UP, des élus ou des gens ou des acteurs politiques démissionnent de l'UP pour le BR, des gens démissionnent du BR pour l'UP et vice-versa? Bon, là, il faut éviter les confusions. Il faut éviter la confusion. Il faut éviter les amalgames. Quel est l'objectif principal de la réforme du système partisan à cette étape aujourd'hui? L'objectif, c'est de réduire notablement le nombre de soi-disant partis politiques qui n'en étaient pas, qui n'étaient que des comités électoraux, des clubs électoraux. C'est d'abord l'objectif principal. Donc, si vous voulez apprécier la réforme du système partisan, c'est d'abord par rapport à ça. Cela dit, l'objectif, c'est d'avoir des partis d'envergure nationale. Ça, c'est l'objectif premier. Donc, quand on parle de la réforme du système partisan, la réforme a échoué, c'est par rapport à ça qu'il faut évaluer la réforme. Cela dit, à l'interne maintenant, il y a un nouveau fonctionnement, n'est-ce pas, qui doit promouvoir la démocratie à l'interne. Et on ne peut pas faire la démocratie à l'externe, aller aux élections, concourir avec d'autres partis et ne pas faire cette démocratie à l'interne. Alors, c'est par rapport à cette démocratie interne qu'on peut alors voir est-ce que la réforme a permis de contenir, n'est-ce pas, ces velléités, ces tendances qu'on n'observe pas saison. C'est pas saison, c'est pas tout le temps. Vous verrez bien quand vous observez, soit à la veille d'élection, soit au lendemain d'élection, soit à la veille de formation de gouvernement, etc. Donc, c'est saisonnier. C'est pour ça que le thème transhumance là quitte le monde animal pour le monde politique. Donc, c'est saisonnier, vous allez voir. Souvent, c'est la veille ou le lendemain d'événements politiques importants au niveau des partis politiques. Donc, ceux qui disent il y a échec de la réforme, on va cesser. Ou bien, nous voyons ce que justement, est-ce que vous ne pensez pas que les migrations que l'on observe aujourd'hui au sein de la classe politique n'expriment pas un échec de la réforme du système partisan? Non, pas du tout. C'est trop tôt pour parler d'échec. C'est un peu tôt. La vie des partis, les nouveaux partis, BUP, les autres, ça, c'est des nouveaux partis. Je ne parle pas des partis à l'ancienne. C'est des partis qui ont 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est des partis jeunes de ce point de vue. C'est des partis jeunes du point de vue de la réforme, du point de vue des règles, des statuts, du règlement intérieur. Donc, tout est à apprendre encore au niveau de ces nouvelles formations, au niveau de ces partis d'envergure nationale. C'est vrai, désormais, il y a l'idéologie, qui est la réforme a montré qu'il faut une idéologie et vous verrez dans ces grands partis-là, il y a l'idéologie, l'UP. Justement, vous parlez à l'instant d'idéologie, mais pour adhérer à une formation politique, on tient compte de l'idéologie que met en exergue cette formation politique. Oui. Mais est-ce à dire que les acteurs politiques adhèrent aux formations politiques sans prendre en considération l'idéologie, mais prennent en considération des calculs politiciens et opportunistes? Pour le moment, on peut dire que c'est un peu les deux. Pour le moment. C'est pour ça que je vous dis que la durée de vie des partis est courte pour en faire vraiment une analyse, pour en tirer des conclusions
de fortes conclusions. Évitons de tirer des conclusions hâtives. Pour l'instant, il y a un peu de tout. Il y a l'idéologie, ceux qui veulent social-démocratie, c'est l'UP, les progressistes, les libéraux, on va vers bien, etc. Mais en Afrique, ces idéologies-là, il faut leur apporter des tempéraments. Parce que la véritable idéologie en Afrique, au Bénin chez nous, c'est le développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Quels que soient les mécanismes par lesquels vous passez pour y arriver, c'est développer notre pays. C'est faire en sorte que le citoyen, le Béninois, vive mieux, vive bien, soit heureux, qu'ait la liberté d'aller, de revenir, de s'organiser, de s'associer, les droits de l'homme, mais aussi de manger, de vivre à sa faim, de vivre sous un toit, capable de se déplacer avec mobilité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en matière d'idéologie, certes, il y a une idéologie, il y a une vision, une conception de la vie vous porte à aller vers tel parti que tel autre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'idéologie seule aujourd'hui en Afrique ne nous permet pas de situer les partis politiques. Il faut mettre alors l'idéologie du développement. Si on doit s'en tenir qu'à parler de l'idéologie, le développement du pays, c'est au-dessus de tout. Ça, c'est l'idéologie Justement, du développement. Vous parlez à l'instant de l'idéologie. Qu'est-ce qui amène nos acteurs politiques, notamment en Afrique, à ne pas suivre la ligne directrice d'une idéologie de parti politique? Oui, ça dépend du parcours de chacun. C'est une question d'éducation, est-ce que vous voyez? Et ça dépend de l'histoire également de chaque pays. Vous voyez, notre histoire, c'est les colonisateurs qui ont écrit notre histoire. Il va falloir que cette histoire-là, qu'on puisse la réécrire, et nous l'avons dit à nos conférences de l'Union à propos des 61 ans des indépendances en Afrique, nous l'avons dit, l'histoire doit être écrite par des historiens africains et béninois, parce que l'histoire n'est pas que le récit des événements passés. L'histoire révèle les valeurs culturelles, les valeurs de civilisation, les valeurs de démocratie, les valeurs de développement telles que le peuple entend. C'est en cela que l'histoire doit être écrite à nouveau par des historiens béninois et africains. Et c'est ce que nous essayons de faire, parce que ne croyez pas que ces conférences-là, c'est pour amuser la galerie. C'est pour élever le niveau de conscience des populations. C'était ouvert à tous les Béninois, ce n'était pas uniquement pour l'Union progressiste, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et si vous voyez nos invités qui étaient à cette conférence-là, c'est des gens qui ne sont pas de l'UP, ni militants, même peut-être pas sympathisants, mais des spécialistes dans leur secteur d'activité. Tous les professeurs qu'on a appelés, tout ça là, ils ne sont pas encartés à l'UP, mais ils étaient là parce que nous tenions à ce qu'il y ait une franche discussion, un débat démocratique, un débat républicain, et opiner sur ces indépendances pour voir si on était des indépendants, dans quel contexte nous voulons nous développer. Et le président de l'Union progressiste l'a dit, nous devons nous développer dans un contexte de domination. C'est tout dit. Ça veut dire que nous devons avoir des stratégies, même dans un contexte de domination, même la mondialisation, comment nous faisons, comment nous nous y prenons pour sortir notre épingle du jeu. C'est de ça qu'il s'est agi. Donc, c'était des conférences de formation, de prise de conscience. C'était des moments importants de formation, de masse, de débat. Et le débat est ouvert et qui continue au niveau des partis, au niveau de la classe politique, au niveau des masses. Au niveau des masses. Alors, nous parlons de la transhumance politique que tout le monde décrit sur la scène politique, dans la vie politique du pays. Mais dites-nous, comment contrer cette transhumance politique? Tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer une proposition de loi. Quelle était la quintessence de ce texte de loi? Voilà. Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? Oui, c'est-à-dire que, comme cela s'observe aujourd'hui, cela s'observait. Et on s'est dit, il faut mettre fin à ça. Donc moi, j'ai initié une proposition de loi qui date du 17 septembre 2004, quand j'étais à l'Assemblée pour la deuxième fois, la 4e législature. Ceux qui ont cet ouvrage, ma part de législature,
pourront, n'est-ce pas, à la page 18, 17 et suivante, voir cette proposition de loi que j'avais faite. Mais elle n'a pas prospéré. Pourquoi? Elle n'a pas prospéré parce que il y avait déjà une décision, vous me permettez de lire cette décision, c'est la décision DCC 01-083 de la Cour constitutionnelle. Ça a été rendu en date du 27 août 2001. Et dans cette décision, la Cour constitutionnelle opinait sur le mandat du député béninois, qui est un mandat non impératif. Ça veut dire que le député qui est élu dans sa circonscription électorale, une fois qu'il est élu, il devient député de toute la nation. Son parti a certainement un programme législatif, mais les électeurs qui l'ont élu ne peuvent pas lui remettre une lettre de mission, vous devez faire ci, vous devez faire ci, et l'évaluer par rapport à cette lettre de mission. Là, ce serait un mandat impératif. Et s'il ne réalisait pas ce mandat impératif, il pouvait être démis. C'est ça. Et la décision de la Cour a dit non, le député, dans son rôle de légiférer, de contrôle de l'action du gouvernement, a toute sa liberté, sa tête, son esprit, à l'écoute des populations, tout ça, et ce qu'il le fait, il le fait en son âme et conscience. Au regard de cette décision, une proposition de loi buterait contre cette décision. Parce que nous allons dire, je vais vous dire, c'est en une phrase, la proposition, le dispositif, ça dit tout simplement tout député qui démissionne en cours de législature d'un parti politique, dans le temps d'une alliance de partis politiques, etc., l'ayant présenté aux élections, perd la qualité de membre de l'Assemblée. Donc, si vous quittez votre parti qui vous a présenté au cours de mandat, vous perdez votre mandat. En un mot, c'est ce que dit ma proposition. Mais ça buterait contre la décision de la Cour constitutionnelle pour dire que le député n'a pas un mandat impératif. Le député est libre de se mouvoir. Donc il peut quitter, ça veut dire qu'il peut quitter son groupe parlementaire, ça veut dire qu'il peut quitter son parti sans perdre son mandat. C'est le problème qui s'est posé, le problème de droit. Mais aujourd'hui, si on doit réactualiser. Si on doit réactualiser et l'adapter aux réalités actuelles, ça ne peut plus être une proposition de loi. Ça doit être un amendement à la Constitution. Parce que, dans le même temps où on avait ce problème au Bénin, il y a d'autres pays, comme le Sénégal, comme le Congo, qui ont résolu le problème. Pour le cas du Congo, si on se réfère à la Constitution du Congo qui date du 20 janvier 2002, Congo-Brazzaville, c'est fort édifiant. Je vous lis ce que dit l'article 90, alinéa 1 de cette Constitution. Chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. C'est clair. Tout en précisant, et je cite, qu'un député ou un sénateur élu présenté par un parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de législature perd sa qualité de député ou de sénateur. C'est l'article 98, alinéa 2. Donc, dans la même Constitution, vous avez l'article 90 qui sauvegarde le mandat non impératif du député, qui le reconnaît comme un député national, qui est libre d'opiner, mais dans la même Constitution,
quelques dispositions plus tard, interdit aux députés de changer de banc, de démissionner de son parti. S'il démissionne, il perdait son mandat. Donc, si ce n'est pas mis, la proposition que moi j'ai faite, si c'est mis au niveau de la Constitution, on n'a plus de problème puisque la Constitution le prévoit. Il n'y a aucun problème. Mais si vous ne mettez pas au niveau de la Constitution, que c'est au niveau d'une loi, on va vous opposer le mandat. Donc pour mettre terme au nomadisme politique. De façon radicale, hein, parce qu'il y a des tempéraments à ça. La législature qui est là et celle qui a précédé a trouvé au niveau de la transhumance parlementaire quelques pis-aller pour contenir, c'est-à-dire vous le faites, vous démissionnez, vous ne quittez pas l'Assemblée, vous ne perdez pas votre mandat, mais vous perdez les avantages afférents, n'est-ce pas, à votre mandat, puisque vous êtes entré à l'Assemblée sous la bannière d'un parti politique. Vous savez que désormais, dans notre pays, il y a un financement public des partis politiques et c'est au prorata du nombre de partis, de députés élus que le parti a son pactole. Donc, il y a des aménagements, mais ça n'empêche pas. Donc, il n'y a qu'une révision constitutionnelle, un amendement à la Constitution dans ce sens qui peut régler le problème, qui réaffirme le principe du mandat non impératif, mais qui réaffirme également le principe du non-nomadisme, de non-transhumance. Donc, ce n'est qu'à ce niveau que nous pourrons éviter radicalement ce que nous déplorons maintenant. Sinon, au nom de la liberté de l'association, vous verrez toujours des mouvements. Et je vous ai dit, c'est saisonnier. C'est pour ça qu'on parle de transhumance. C'est à la veille, c'est au lendemain d'événements politiques majeurs. D'événements politiques majeurs. Mais qu'avez-vous dit, par exemple, à cet internaute que j'évite de citer ici, qui a publié sur sa page Facebook que c'est désolant de voir ces migrations politiques et qu'il suggérerait que désormais, lorsque quelqu'un adhère à un parti politique, tant qu'il n'a pas effectué 5 ans et qu'il démissionne, qu'il soit inapte à adhérer à un quelconque parti politique sur la scène politique en tant qu'acteur politique. En tant qu'acteur politique, que pensez-vous d'une telle proposition d'un citoyen béninois? Bon, ce n'est qu'une opinion. Et nous sommes en démocratie. Et vous le dites, la liberté, les droits fondamentaux, la liberté d'association, la loi de 1901 d'aller. Donc on ne peut pas de façon radicale dire dès que vous quittez un parti, vous ne pouvez... Non, ce serait... Mais la réforme du système partisan, ce n'est pas un carcan. Ce n'est pas un fardeau qu'on met au dos des citoyens, des Béninois. Vous êtes libres. C'est une affaire d'intelligence. C'est une affaire de maturité politique. C'est une affaire de conscience. Vous voulez militer, vous choisissez votre parti parce que vous avez soit de l'affection ou vous avez une vision qui correspond à celle du parti, vous y allez. Mais vous pouvez, à la pratique, découvrir que c'était une erreur de votre part ou que vous n'aviez pas cette vision ou que vous n'avez pas une nette compréhension de votre propre vision politique. Alors là, on va dire non, parce que vous avez fait ça, vous ne pouvez plus. Non, il y a des conditions. Quand vous êtes membre d'un parti politique, il y a le fonctionnement interne des partis politiques. Ça existe aujourd'hui dans la réforme. Vous entrez librement, vous en sortez librement, donc adhésion libre, démission libre, mais à condition de respecter les tests de fonctionnement, les statuts, les règlements. Il y a un mode pour vous inscrire chez nous à l'UP. C'est une inscription démocratique en ligne. Donc ça veut dire que personne ne vous pousse à aller faire ce qu'on voit là, c'est en masse, on vous montre ça, c'est de la communication. Chez nous, l'adhésion à un parti est un acte individuel, c'est un acte politique, citoyen. Vous vous inscrivez en ligne, donc personne ne dira qu'on vous a obligé à être membre de l'UP. Ensuite, pour la démission, il y a la procédure de démission. Vous écrivez, il y a l'étape que votre démission, n'est-ce pas, doit, les structures qui doivent voir votre démission, vous entendre, confronter les motifs pour lesquels vous avez démissionné, et ça fait son parcours.
pour aller jusqu'à la direction, la haute autorité, jusqu'au président du parti. Et quand toutes ces étapes sont finies, on vous écrit noir sur blanc et on vous retire votre carte de membre et vous démissionnez. Or, ce qu'on lit aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est que de la communication. On n'a rien vérifié de cela. Ceux qui ont dit j'ai démissionné, est-ce qu'ils ont suivi la procédure? Est-ce que le responsable de leur parti a donné le quitus de la démission? Donc tout ça là, c'est lié, je vous ai dit, à la saison politique, à la veille d'établir des listes électorales, ou bien déjà on est en train d'anticiper en 2023 déjà, si je reste ici, compte tenu des gros grains qu'il y a ici, je risque de ne pas être positionné dans ma... Donc tout ça, c'est des calculs politiques. C'est des survivances du système. Comment contrer ces ambitions opportunistes? Puisque si on veut un parti politique fort, un parti politique national d'envergure, et que le parti politique puisse regrouper quand même assez de militants dans une localité, il faut forcément qu'il y ait quand même de grands ténors politiques de la sous-région, de la région dans le même parti politique. Alors, comment régler cette question? Non, mais c'est un choix. Vous voulez, vous êtes dans un monde, vous dites vous-même... Est-ce qu'il ne faut pas encadrer les adhésions selon vous? Bien vrai qu'il y a la liberté d'association, mais comme le disait tout à l'heure, c'est ça que je vous dis, les statuts. Est-ce qu'il ne faut pas encadrer l'adhésion à travers... C'est ça, je vous dis, les statuts, le règlement intérieur. Vous pouvez déclencher une démission, mais qui peut durer 5 mois, 6 mois, 1 mois, 1 an, avant d'aboutir. Vous avez peut-être pensé à une échéance et c'est pour ça que vous voulez démissionner. Votre procédure de démission peut aller au-delà de cette échéance électorale et sans cette démission, vous ne pouvez pas vous positionner ailleurs. Donc, il y a des possibilités, il y a des marges pour les partis d'encadrer de manière à ce que ce ne soit pas à la veille. Non, ça, c'est faisable. Mais ça, c'est à l'interne. Ça, c'est la démocratie à l'interne, c'est le fonctionnement à l'interne. Mais de façon globale, vous ne pouvez pas refuser à un être humain doté de raison, d'avoir fait un choix à un moment donné et compte tenu de contingences, d'avoir à changer. La vie est dynamique. Il y a multiples raisons qui peuvent amener quelqu'un à changer, mais on ne dit pas d'encourager cela. On ne dit pas d'encourager cela, et je vous le dis, c'est à la veille d'événements que ça se passe. Alors là, c'est opportuniste. Ça ne marche pas. On peut traîner l'acceptation de la démission au point que l'intéressé ne puisse pas, n'est-ce pas, profiter de ça pour... Donc il y a des dispositifs internes au parti. Et ce que vous dites, ça peut entrer, mais de façon globale. Vous ne pouvez pas interdire à un être humain. Mais quelqu'un peut rester au niveau du parti, comme si la Constitution le dit, il ne peut pas bouger 5 ans, il finit sa mandature, il finit. Justement, tout à l'heure, il finit là où il doit être. Vous entendez dire qu'il faut régler le problème à travers un amendement constitutionnel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut inscrire, par exemple, une disposition du genre dans la Constitution? Et lorsque vous parlez également de révision constitutionnelle, on a comme l'impression que les Béninois ont une aversion à l'égard de cette expression, amendement constitutionnel ou révision constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il doit encore avoir des révisions constitutionnelles? Bien sûr, absolument. Dans les jours à venir? Il y a beaucoup de choses. Il y a ça. Mais les Béninois qui disent il faut éviter les transitions, il faut qu'ils acceptent que ça passe par une révision constitutionnelle. C'est aussi simple. C'est une affaire d'une phrase. Je vous dis, c'est une phrase. Tout député qui démissionne en cours de législature d'un parti paie la qualité de membre de l'Assemblée nationale. C'est une phrase. Et pour les élus communaux et municipaux? Oui. Bon, donc, dès que c'est fait au niveau de la Constitution, qu'est-ce que les lois, qu'est-ce que les règlements? On tire les leçons. Mais il faut que ce soit inscrit dans la Constitution. Si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, on butera toujours contre ce concept de mandat non impératif. Donc, il y a d'autres points qui peuvent faire l'objet de révision. Et je te dis, et je vous le dis, on n'a pas fini le second mandat de Talon avec tout ce qu'on voit, avec toutes les propositions que font les uns et les autres. Je suis sûr que nous irons, la réforme jusqu'au dernier quart d'heure, nous serons en train de réformer.
puisque cette gouvernance du président Talon, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une gouvernance de rupture. Si nous avons de mauvaises pratiques ancrées en nous, nous pourrons que nous en dessaisir que par des réformes, par des changements qui vont nous amener à des changements de comportement, à des changements au niveau individuel, à des changements au niveau de la société, à des changements au niveau des partis politiques. Donc, nous sommes dans une gouvernance de réforme, une gouvernance de rupture. De rupture. Donc, Maître Abraham Isidoré annonce de prochaines révisions constitutionnelles. Non, vous savez, moi, ce n'est pas un individu qui annonce. Mais en tant qu'analyste politique, au regard de votre expérience politique. Tout à fait. Et nous le disons puisque c'est le peuple qui est souverain, pour que le peuple sache, que le peuple fasse pression. Si le peuple désavoue la transhumance, au peuple de demander à ses élus, c'est le peuple qui nous envoie à l'Assemblée qui disent bon, il est temps de mettre fin, s'il n'y a que pas la révision constitutionnelle, allez-y. Et là, les députés, ils sont là, ils vont écouter le peuple, mais ils ont leur propre gouvernement également. Ils peuvent, comme vous le dites, au niveau des députés, puisqu'il y a une mouvance présidentielle aujourd'hui et qui est assez cohérent dans ses choix, peuvent initier une proposition de loi. Le gouvernement... Mais est-ce que cette proposition, en l'état actuel, avec le Parlement, dans sa configuration actuelle, ne paraîtrait pas unijambiste? Non, pas du tout. Parce que ça va servir à tout le monde. Mais malgré ça, il y a ce que vous dites, la transhumance. Et les gens réchignent. Et tout, ce n'est pas bon. Alors donc, ça veut dire que, comme on dit, la loi est au-dessus, elle est impersonnelle. C'est pas parce que des gens de même bord ont travaillé à l'avènement d'une révision que la révision va se faire pour eux uniquement. C'est pour tout le monde. Dès que c'est écrit dans la Constitution, quand le Parlement sera plurijambiste, comme vous le dites, ça va s'habituer à tout le monde. Donc, ça va s'habituer à tout le monde. Ça va s'appliquer à tout le monde. Donc, il faut une révision constitutionnelle, il faut un amendement. C'est une phrase et vous verrez, il y aura moins de transhumance politique et il faut continuer au niveau des lois, des règlements encadrés comme vous le souhaitez au niveau des partis pour que celui qui quitte, au moins quand il s'inscrit, qu'il ait au moins duré d'1 an, de 2 ans avant de pouvoir être libéré. Donc il y a des dispositions qu'on peut mettre au niveau des textes inférieurs, mais il faut que le texte suprême, la loi fondamentale déjà, concocte cela. La loi fondamentale concocte cela. Nous parlons également ce matin du rehaussement social qui a été évoqué par le président Patrice Talon dans son discours d'investiture lorsqu'il prêtait serment pour le second mandat constitutionnel. Dites-nous, Maître Abraham Isidoré, vous qui avez assisté à cette cérémonie d'investiture, lorsque Patrice Talon, président de la République du Bénin, prêtait serment et annonçait que ce second quinquennat soit rehaussement social, qu'est-ce que vous comprenez par cela? Est-ce que le premier quinquennat était déjà social pour que celui-ci soit hautement social déjà? Tout à fait. Le premier quinquennat était déjà social et il a dit que le second le sera et hautement social. Quand on parle du social, pour le comprendre, il faut le contextualiser. Il faut voir dans quel contexte le social intervient. Parce que le social n'a pas le même entendement pour tout le monde. Quand vous prenez un enseignant, quand le président Salon a dit, les syndicalistes, donc nos salaires vont s'augmenter, bon, le paysan, bon, le commerçant, bon, etc., etc. Donc, chacun se fait une idée de son social et de son hautement social. Je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer qu'il faut toujours contextualiser le social. Lors de nos conférences de l'Union, un aîné a cité un journal, mais d'obédience religieuse, et disait que durant la période coloniale, les agents publics, les Béninois, agents publics, prenaient l'argent public et donnaient à nos paysans, nos parents pauvres. Et ils voyaient en cela, il cite, c'est pas lui, il cite un journal, il voyait en cela une activité sociale. Je n'étais pas d'accord, j'ai dit, quand on est pauvre, d'abord,
si nos paysans étaient pauvres sous la colonisation, ce n'est pas des inactifs, c'est des gens dont les produits n'ont pas été payés au prix coûtant. C'est la détérioration des termes de l'échange. Si des agents, que ce soit public ou privé, on va prélever le pot commun pour régler ces problèmes-là, ça devient un serpent de mer qui se mord la queue. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous encourageons. Ce n'est pas le travail qu'on se développe. Ce n'est pas le travail qu'on s'enrichit. Ce n'est pas le bien commun qu'on prend et on donne à des gens qui sont exploités. Et là, comme il a fait référence à un journal d'obédience religieuse, je dis, ça se situait beaucoup plus dans le cadre de la charité plutôt que du social que nous comprenons au plan politique. Donc, cela dit, c'est un exemple qui vous montre que ce genre de social où vous prenez l'argent commun et que vous allez donner à des gens, c'est un social corrupteur. Ce social-là ne peut pas prospérer. Ça, c'est un social corrupteur. Je vais vous donner un autre exemple du social pour contextualiser social. Actuellement, la Chine, avec ses progrès, il a fallu nourrir des milliards d'êtres humains. Donc, une croissance forte en toute matière agricole, industrielle, etc. Mais aujourd'hui, au dernier congrès de la Chine, le président Xi, il a dit, faisons moins de croissance et faisons plus de social. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a de nouveaux riches en Chine, de nouveaux milliardaires, et ils sont nombreux. Il a dit, il est temps de prendre aux riches pour investir dans le bien public commun qui va profiter aux pauvres. Donc vous voyez, donc le social d'un individu à l'autre, ça change. Et il y a un social développeur. Au Bénin, le premier mandat du président Talon, il a fait du social. Il a permis aux paysans. Lorsque vous dites que Patrice Talon a fait du social lors de son premier quinquennat, je suis en train de vous interroger de savoir, est-ce que vous pouvez dire à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment les actions phares qui ont été menées, qui caractérisent et qui matérialisent ce social dont vous parlez tout à l'heure? C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'école, c'est les routes, les ponts. C'est du hautement social. Parce que les voies qu'on ouvre, même si ce n'est pas encore de l'asphaltage partout, et que c'est des voies qui permettent aux paysans d'être désenclavés, de pouvoir sortir ces produits de champs vers les centres de commercialisation, c'est hautement social. L'eau, source de vie, c'est hautement social. L'électricité, c'est hautement social. Les routes, les ponts, tout ça, c'est hautement social. Sans l'énergie, on ne peut pas se développer. Et sans industrialisation, on ne peut pas régler le problème de chômage des jeunes et de toutes catégories socio-professionnelles. Donc, c'est déjà du social que le président Talon fait. Il dit, ce sera hautement social parce qu'il va ajouter, il va continuer parce que tout le monde n'a pas encore l'eau sur toute l'étendue du territoire, tout le monde n'a pas encore l'électricité, donc il faut continuer. Et il y a le projet H, il y a le projet pour les enfants, les cantines, c'est à un niveau donné, on amène à un niveau supérieur. Donc ce sera encore plus social que par le premier mandat. C'est ce qu'il faut entendre par hautement social. Il ne faut pas s'entendre à une distribution de l'argent. Le type, il dort tranquille chez lui, les deux pieds contre le mur, il dit il faut du social, il faut du social, il faut du social. Là, il se trompe. Il faut du travail et du travail. Donc, il y a un social corrupteur qu'il ne faut pas, un social développeur. Et donc, c'est le social développeur, c'est ce à quoi s'attendront les populations pour ce second quinquennat qui sera hautement social. Tout à fait, parce qu'il faut produire. Parce que des hommes politiques ont dit ne demandez pas ce que votre pays peut vous faire. Demandez-vous ce que vous pouvez faire à votre pays. Donc, il faut travailler pour gagner sa vie. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller se reposer. D'ailleurs, ceux qui ont cette conception du social, ils font une erreur grave d'analyse. L'État, ils pensent que l'État est différent d'eux. Ils croient que l'État leur est étranger et que les responsables politiques, c'est eux l'État et c'est à eux d'aller amener la richesse. Alors que c'est chacun de nous, c'est chaque citoyen qui est État et qui contribue par les taxes qu'il paie, par les impôts qu'il paie, par la richesse à laquelle
il contribue, si les paysans, les produits qui sortent de terre, etc. C'est tout ça là, c'est nous, l'État. Alors, l'État, ceux qui le représentent au sommet, ont pour mission objective de faire en sorte que la redistribution, après la création de la richesse, que cette redistribution se fasse, n'est-ce pas, au profit du grand nombre. C'est de ça qu'il s'agit, et ça, c'est à travers la politique fiscale. Vous voyez, il y a un exemple que j'ai suivi, d'ailleurs sur votre plateau, où on parlait, les gens récriminaient contre des taxes qu'on payait à l'aéroport parce qu'on peut voir. Mais, j'ai eu une réponse édifiante. Quelqu'un qui disait, n'allons pas quand même aller demander à nos pauvres paysans qui n'ont jamais vu la couleur d'un avion de venir contribuer à la réfection de l'aéroport. Au moins ceux-là. Lorsqu'on parle de taxes aujourd'hui, les gens estiment qu'il y en a de trop. Les citoyens estiment, certains citoyens estiment que les taxes sont une bonne chose, mais lorsqu'il y en a de trop, ça asphyxie le citoyen. Non, ça les gens tiennent toujours. Vous qui avez connu quand même les différentes étapes qui ont rythmé la vie politique du Bénin, est-ce que, selon vous, sous Patrice Talon, les taxes sont de trop? Ce n'est même pas de nouvelles taxes. C'était une évasion fiscale. C'était organisé de façon... Il s'agit seulement d'accroître l'assiette. L'assiette, c'est d'élargir l'assiette. Peu de gens payaient. Ils étaient dans l'informel. Le plus grand nombre. C'est ceux-là qui disent maintenant qu'il y a trop de taxes parce qu'ils ne les payaient pas. Ils étaient habitués à de mauvaises pratiques. C'est pour ça que je dis la gouvernance de rupture. Il faut un grand nombre. Le travail d'un pays, ça ne peut pas se reposer sur quelques individus. C'est sur tous les Béninois. C'est pour ça que cette évasion fiscale, c'est juste l'évasion fiscale, et on est en train de lutter contre ça. On est en train de réajuster les choses. On est en train de ramener dans le giron formel tous ceux qui gagnaient de l'argent au vu, au su de tout, et qui ne contribuaient pas, mais qui profitaient des travaux collectifs faits à la sueur de front de quelques individus. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il faut tous les Béninois, quel que soit le niveau où ils se trouvent, la jeune couturière, la jeune coiffeuse, chacun doit, puisqu'on gagne tout ce que vous gagnez. Mais c'est un cadre étatique qui vous permet. C'est un cadre fonctionnel qui vous permet. Et vous avez droit à l'électricité. Vous avez droit à l'eau, vous avez droit... Tout ça, c'est fait avec de l'argent. Et vous y contribuez de votre part. C'est ça, la redistribution. Ce n'est pas la politique fiscale que se fait la redistribution, que se fait le social. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Nous avions des habitudes de l'informel. On fait tout, rien à l'État, rien à la communauté, tout pour nous seuls. Ce type de société, de cette vie, on ne peut pas continuer. Cet égoïsme-là, cet égo-là, on ne peut pas continuer. Ça, il faut que les gens comprennent. Et c'est le rôle des partis politiques de former le citoyen, le militant au civisme fiscal, au civisme environnemental. On est en train de faire tout ce qu'on fait là. Il faut les entretenir. Au civisme électoral. Quand il y a élection, il ne faut pas rester à la maison pour dire je boude celui qui est là. Il faut aller voter. Même si c'est voter contre celui-là, il faut sortir, aller voter parce que ceux qui disent aujourd'hui ne sortez pas, le jour ils seront prêts pour dire aux gens, les gens disent non, vous avez l'habitude de dire ne pas sortir. Pourquoi vous... Donc vous voyez, il ne faut pas donner de mauvaises habitudes aux citoyens, quel que soit le bord où vous êtes, si vous êtes acteur politique, quand nous savons que nous avons choisi le vote, l'élection, il faut encourager, il faut éduquer les citoyens à aller voter, quel que soit son point de vue, même pour aller voter contre le pouvoir en place et non rester à la maison pour dire voilà, c'est de l'incivisme. Et cet incivisme-là, ça va se retourner contre ceux qui le prônent aujourd'hui. Donc le retournement social, c'est qu'il y aura davantage d'accessibilité à l'eau et à l'énergie électrique, et davantage de disponibilité de cantines scolaires, davantage également de mesures sociales, notamment au niveau des couches les plus vulnérables, l'Arche par exemple. Voilà, le projet Arche, les bâtiments sociaux
qu'on est en train de... vous voyez tout ce qu'il y a dans le PAG2, les logements sociaux. Un travailleur qui, au bout de la journée, après avoir travaillé, sa force de travail épuisée, il faut qu'il ait quand même un cadre adéquat où se reposer, où vivre en paix avec sa famille. Ça fait partie du social. Quand vous déplacez rapidement d'un point à un autre parce que la route est bitumée, elle est asphaltée, c'est du social. Ça vous fait moins d'argent à dépenser pour l'entretien des pneus, de vos véhicules, de votre moto, etc. Donc, tout ça, c'est du social. Mais ceux qui croient que le social, là, c'est de l'argent volé qu'on vient vous distribuer, ça, c'est le social corrupteur. C'est pas de ça que parle le président Talon. Il a dit avec ironie, je sais plus ça à Aboumé, quand les gens viennent, les aînés, même vous, ceux qui sont plus jeunes que vous, ils viennent, vous les appelez fofographes, et vous savez de quoi ça. Mais donc c'est de ça. Donc vous voyez, c'est pas le social corrupteur, non, c'est le social développeur. Le social développeur. Alors nous allons dire un mot sur la place que doivent occuper les jeunes dans la politique, notamment dans la politique de développement d'un pays. Vous allons dire un mot dessus avant que nous commentons de façon sommaire quelques actualités pour conclure cette émission. Les jeunes ont un rôle important. Quand on parle de jeunesse, on dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, parce que les jeunes, à un certain âge, vous avez de la force physique, vous voulez reconstruire le monde entier, vous avez plein de projets, donc la jeunesse doit avoir un rôle important, mais c'est une jeunesse éduquée, une jeunesse formée. À notre conférence de l'Union, votre brillant collègue Foucault a jeté le pavé dans la mare en disant aux jeunes, à la jeunesse, de renverser la table. J'ai bien voulu comprendre. Ben, le président Talon, la gouvernance de rupture est en train de renverser la table. Parce que quand on dit à la jeunesse de renverser la table, quand vous voyez un certain jeune aujourd'hui qui préfère se mettre sous la table pour récolter les miettes qui vont sortir, ce n'est pas à ces jeunes-là qu'on va donner le pouvoir. Je m'inscris en faux. Avant d'être un homme politique jeune, il faut être leader dans votre domaine d'activité professionnelle. Si vous êtes un maçon, si vous êtes un tailleur, dans l'association des tailleurs, des maçons, vous devez avoir un leadership. Si vous êtes, je ne sais pas, instituteur ou avocat dans votre domaine, celui-là, c'est un pédagogue. Il est sérieux au travail. C'est à cela qu'on va vous identifier quand vous êtes dans un parti politique. Et on pourra vous confier des activités. Vous savez, dans nos partis politiques, à l'UP, il y a en dehors de nos structures statutaires, au niveau des cellules, des sous-sections, on a les ailes marchandes du parti. Nous avons les organisations de masse du parti. Nous avons la Ligue, les jeunes du parti, tout ça. C'est des creusets là où nous apprenons, nous éduquons les jeunes au civisme, je l'ai dit électoral, au civisme environnemental. C'est là, au civisme fiscal. Parce que c'est des écoles. L'UP a une école. Nous formons les gens en ligne pour aller aux élections. Il y a eu des formations en ligne que nous donnons. L'UP, il y a une cellule de formation. L'UP recrute pour la formation. Nous avons tenu plusieurs fois, vous nous avez vu à Porte-Nouveau, à Dassa, former des formateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est un peu court, à peine 2 ans, la durée, nous devons continuer. C'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui critiquent les partis politiques aujourd'hui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, d'être patient. On a fait 30 ans là, dans l'autre système, on a tourné en rond. Ayez la patience qu'on fasse au moins 10 ans, 20 ans, et on va évaluer pour voir. On va évaluer pour voir. Alors, nous sommes un peu pris par le temps, nous allons maintenant évoluer pour commenter un peu l'actualité sociopolitique. Vous êtes d'accord avec moi que depuis jeudi dernier, la France a accordé
l'asile politique au juge Batamoussi Sowe, juge démissionnaire de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, en tant que juriste de formation, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Que pensez-vous de cette décision de la France, si on peut le dire ainsi? C'est une décision souveraine de la France. Je n'ai rien à penser. La France, les éléments sur lesquels elle a apprécié. Si demain, quelqu'un demande l'asile politique au Bénin et qu'on lui accorde, qui viendra nous dire pourquoi vous avez accordé? C'est une décision souveraine. Là, seulement le problème est de savoir si ça c'est la cause qui est en train d'être défendue devant la Criette aujourd'hui. C'est tout. Est-ce que les gens n'y verraient pas des ramifications? Ils ne verraient pas, c'est tout. Donc, moi, je n'ai rien à penser. La France est libre de ses choix, c'est pas à nous de dicter à la France et l'inverse également. Je n'ai rien à dire. La France est libre d'accorder l'asile à qui il veut. C'est la France qui étudie de ce qu'il voit. Mais la répercussion que ça peut avoir, ça, c'est de ça qu'on peut se poser des questions. Ceux qui disaient que, bon, il était à la solde de quelqu'un, est-ce que... Bon, moi, je ne vais plus loin. Quand il y a des affaires devant la justice, je vous ai dit que je préfère laisser la justice faire son œuvre pour ne pas faire pression sur la justice. Tous ceux qui interviennent aujourd'hui, qui disent la procédure est longue, ceci et cela. Justement, puisque vous parlez de procédure longue, le cas Joël Aïvor et Eric Amadougou, j'estime que les procédures sont longues au regard des faits qui leur sont reprochés, au regard de la façon dont ils ont été interpellés et mis en prison. Les gens estiment que le procès tarde, puisque on n'arrête pas des gens d'une telle façon s'il n'y a pas des éléments probants déjà en instance. Eh bien, où il se place pour dire qu'il y a des éléments probants, où il n'y a pas d'éléments probants. En droit, il y a ce qu'on appelle le fond, il y a ce qu'on appelle la procédure. Et souvent, la procédure est protectrice du justiciable. Une procédure peut être longue. L'essentiel, c'est qu'à la fin de la procédure, si c'est bien fait, que le justiciable se sente libre. Et c'est à tout son honneur. Mais la justice aurait fait son travail, aurait fouillé. Mais sinon, si l'inverse était fait, et que ça venait, allez, encore tant d'années, tout ça là, c'est les mêmes qui disent que la procédure est longue, qui va dire, ben ça c'est une procédure expéditive, on n'a pas fait les investigations nécessaires, on s'est précipité de condamner X ou Y. C'est les mêmes. Donc, l'un dans l'autre. C'est pour ça que je dis, quand il y a des affaires devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail parce que le temps de la justice n'est pas le même que le temps politique. Le temps judiciaire n'est pas le même que le temps politique, n'est pas le même que le temps journalistique. Donc, laissons la justice faire son travail. Voyez les pays que nous copions. Voyez la France. Il y a des procédures. Contre d'anciens présidents, ce n'est même pas... qui dure des années, plusieurs procédures. Et demain vous appelle, après-demain vous appelle. Donc, c'est pour vous dire, laissons la justice faire son travail plutôt que ce soit les avocats, que ce soit les journalistes, que ce soit les partisans. Laissons la justice parce que c'est un travail difficile, le travail de juger. Faisons moins de pression. Tous ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre font pression sur la justice et ce n'est pas bien. Alors, en tant que juriste de formation, est-ce que vous pensez que la justice est garantie pour tous les citoyens sous Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que la justice est indépendante sous Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que les décisions de justice sous Patrice Talon sont des décisions purement d'ordre juridique et non des décisions politiques? Mais ce n'est pas le président Talon qui rend les décisions de justice. C'est des individus comme vous et moi. C'est des Béninois. Et ils sont là, ils n'ont pour référentiel que la loi. Et la loi, elle est générale. La loi, elle est impartiale. La loi s'applique à tout le monde de façon indifférenciée. Donc, coller la justice à un président, tout ça, c'est des histoires. C'est pas le président Talon qui... Il y a la séparation des pouvoirs, il y a tout ce que vous connaissez. C'est des êtres humains, des êtres vivants comme nous, qui vivent dans nos sociétés, qui rendent la justice. Et moi,
au début du mandat de président Talon, on parlait de chasse aux sorcières, on parlait de justice. Aujourd'hui, personne ne peut plus dire cela, puisque ça tape de tous les côtés. On ne peut plus dire que ça tape bien de tous les côtés. Désormais, je crois que ceux qui au début pensaient, c'est pour ça qu'il faut en toute chose, surtout en politique, il faut un peu de la durée avant de porter des jugements de valeur. C'est des êtres humains, comme nous, ceux qui jugent, laissons-les faire le travail. Si au bout du rouleau, si c'est long et que les gens retrouvent leur liberté, ben c'est tant mieux, avec les excuses de la République. Mais si c'est précipité et qu'ils se retrouvent de l'autre côté, vous serez les mêmes à dire, c'est la dictature, c'est etc. Non. Alors, récemment, le médiateur de la République a été dépêché par le président de la République à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance au domicile de l'ancien président Thomas Boni qui était éploré. Le président Patrice Talon a réaffirmé sa main tendue à l'endroit de l'ancien président Thomas Boni. Mais vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous estimez que la paix sociale, la tranquillité des citoyens doit être tributaire de la bonne ambiance entre deux acteurs politiques? Vous savez, la paix, c'est le peuple souverain. Mais nous avons un peuple dont le niveau de culture est tel aujourd'hui que le peuple suit ses éclaireurs, ses leaders politiques. C'est tout. Sinon, c'est le peuple. Si le peuple était arrivé à un niveau de discernement tel, ils ne vont pas suivre les mots d'ordre de leurs éclaireurs. Ils vont analyser les faits objectivement et prendre position. Or, vous voyez de plus en plus les gens sans se soucier de ce qu'on dit. Ah, tel est mon frère, tel est de ma région, tel est de... Et on va tête baissée. C'est de ça qu'il s'agit, sinon c'est au peuple souverain. Mais la démarche, elle est bonne. Elle est bonne d'aller... c'est la solidarité, nous sommes des humains, nous sommes des Béninois, nous sommes des Africains, et non seulement chez le parent de l'ancien président, il y a aussi l'autre ancien président, le médiateur allait dans sa maison à son absence. En son absence, déjà. L'ancien président Nicéphore de Denis Soglo. Bien tout à fait. Donc, c'est une démarche, ça participe. Justement, lorsque vous parlez de la présence du médiateur de la République au domicile de Nicéphore de Denis Soglo, c'est à l'occasion des condoléances. Non, avant ça, bien avant. Oui, exactement. Du vivant de maman. Le médiateur déjà était. Et a eu un débat avec maman. Et le président était en voyage. Il a été, comment vous dites, au plan sanitaire évacué, qui suivait des soins. Il était déjà parti là. Donc ce n'est pas après le décès de maman, c'est du vivant de maman. C'est déjà des signes qui ne trompent pas. Justement, que pensez-vous de ceux qui estiment qu'il y a un gain politique à tirer de ce triste événement du départ de Roselyne Vieira Soglo? Il n'y a pas de gain politique pour des événements. Les gens estiment que Patrice Talon a également un enfant des Soglo et qu'il faut que ce départ-là puisse réconcilier. Il faut séparer l'individu, les questions individuelles, privées, des questions d'État. Quand vous êtes un homme, vous êtes à la fois un individu, vous venez d'une famille, vous avez des parents, les problèmes privés, vous les réglez de façon privée, mais les questions d'État, vous les réglez de façon étatique. Sinon, on tomberait dans ce qu'on a critiqué jusque-là, dans le tribalisme, dans le régionalisme, les idéologies tribalistes. Il faut éviter ça absolument. Il ne faut pas personnaliser et il ne faut pas instrumentaliser des situations qui ne devraient pas l'être. Il faut respecter la famille, il faut respecter maman, il faut l'honorer et laisser sa famille prendre les choses en main et faire ce que la famille veut faire. Et l'État accompagnera. Le président Talon, sur son Facebook, a envoyé. Moi, j'ai envoyé mon mot de condoléances au président, etc. Je suis intervenu sur plusieurs plateaux, au moins 4 ou 6, pour dire mes rapports avec maman au plan familial, au plan politique. Donc, c'est autant de moments qui montrent tout le monde comment on est. Mais ça ne suffit pas pour instrumentaliser. Ça, c'est des opportunistes. Il faut qu'il laisse... Et on souhaite que Léa Soglo rentre pour les obsèques de Roselyne Vieira Soglo. Mais c'est son choix. Mais le président Talon a dit, ceux qui veulent rentrer, rentrez. Vous avez vu des gens qui étaient dehors qui sont rentrés, non? Mais vous rentrez, vous honorez ce que vous avez honoré, mais vous honorez également la République. C'est pas parce qu'il y a un événement que la République n'existe plus. La République existe, ça fait que tout ce que ça a de tout. Non, vous voyez, ça c'est des choix personnels. On ne peut pas dire... Mais et c'est pas la première fois
qu'il y a eu des hommes politiques à l'extérieur qui ont perdu soit leur géniteur, soit le maison. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau du tout. Il faut éviter de faire l'amalgame, de faire la confusion. Il ne faut pas instrumentaliser un événement important pour une famille donnée. Hein, il faut laisser les choses en l'état et que les choses se passent selon la volonté, n'est-ce pas, des membres de cette famille. L'État accompagnera ce que la famille décidera. C'est mon point de vue. Hein. Il faut vraiment, parce que le rôle qu'elle a joué dans la République, c'est un rôle important. Je l'ai développé, ce n'est pas la peine de revenir sur ça ici, mais respectons la mémoire de maman et n'en faisons pas un instrument de chantage, de comme vous le dites, de gain politique, tout ça. Il n'y a aucun gain en cela. Il faut respecter la mémoire de la vénérée disparue. Il faut respecter la mémoire de Rosine Vieira-Soglo. Nous sommes à la fin de cette émission. Maître Abraham Zizounokoui, vous allez regarder droit dans la caméra comme il est de coutume. À chaque enregistrement d'émission de l'invité, vous allez regarder la caméra et dire un mot. À l'endroit de ces internautes qui ont pris temps, de leur précieux temps pour suivre cette émission, qui ont sacrifié leur data mobile pour suivre cette émission, à l'endroit de ces militants et sympathisants de l'Union progressiste qui vous suivent, à l'endroit également de ceux qui partagent cette même obédience politique qu'est la mouvance présidentielle, les soutiens de Patrice Talon qui ont suivi cette émission, on va regarder dans la caméra et leur dire un mot, un message rempli d'espérance, un message qui les rassure de ce que vous avez dit ce matin est véritablement votre intime conviction. Oui, je peux vous dire que le Bénin est sur la bonne voie. Il faut maintenir le cap. Nous sommes dans une gouvernance de rupture. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait par le passé, par ignorance ou par méconnaissance ou par erreur, le temps est venu de changer, de passer à une phase où le Bénin se prend en charge, où chaque fils de ce pays se sent concerné par l'œuvre commune. Il ne faut pas voir celui qui dirige le pays. Il est là pour un temps. Le pouvoir politique est provisoire. Je l'ai toujours dit, essentiellement provisoire. Donc à tout moment, et par le processus que nous avons voulu, nous avons choisi l'élection par le vote. Par le vote, le président Talon est venu. Par le vote, le président Talon ira. Il faut que les gens s'organisent. Le fait que nous ayons des partis d'envergure nationale, c'est ça. Et que dans ces partis-là, vous dites de m'intéresser aux gens, que les gens s'inscrivent dans les partis politiques. Pas pour aller chercher l'argent. C'est pas le militant dans un parti qui a de l'argent. Pour aller chercher des postes de ministre. C'est pas ça quand on va dans un parti. Il ne s'agit pas de ça. On va dans un parti pour se former, pour être prêt à prendre la relève, pour être prêt à remplacer les aînés qui sont là aujourd'hui, qui nous montrent la voie et qui, d'une manière ou d'une autre, vont quitter si vous n'êtes pas prêt. Et que ces aînés-là quittent, qu'est-ce que vous devenez? Ne croyez pas qu'on va remettre le pays entre les mains de jeunes qui n'ont rien dans la tête. C'est pas ça. Hein. Foucault a dit, renverser la table. Il s'agit de la rupture de nos vieilles habitudes incompatibles avec les objectifs d'un développement durable pour tous les Béninois. Et c'est tous les Béninois qui doivent mettre la main à la pâte. Et pour nos frères qui, pour des raisons une autre, par erreur, par faute, sont en difficulté, nous leur disons, le pays nous appartient, à nous tous, de la mouvance de l'opposition, c'est de faire amende honorable et reconnaître ce qu'ils ont fait de mauvais. Et on reprend, ce n'est pas la peine de voir la violence. Ce que la conférence nous a redit, on va à l'élection, on prend le pouvoir par le bulletin de vote et non pas la force physique et non pas par les armes. Et c'est ça qui a de regrettable, ce que nous avons connu. Moi, je dis à ceux-là de faire amende morale et de jurer de ne plus jamais recourir, n'est-ce pas, à cette pratique-là. Nous voyons des jeunes préfets qui se démêlent, le préfet des collines qui est en train d'apaiser, de faire d'assises locales pour essayer. Nous voyons d'autres là qui sont à l'extérieur, le Bénino, le politologue bénino-canadien. Alors, qui prennent la main tendue. Je crois qu'il faut aller dans cette voie. Il faut ça, mais c'est de l'opposition
transition apaisée. C'est ça que nous avons besoin. Le chef de l'opposition qui appelle tous les courants de l'opposition de venir, qui s'asseyent pour avoir une stratégie, parce que 2023, c'est dans quelques mois. Et si les gens ne sont pas prêts, qu'ils ne viennent pas dire qu'on les a exclus. On n'a exclu personne. La loi est là pour tout le monde et c'est heureux qu'il y ait des partis de l'opposition. Bon, ils n'ont pas tous les mêmes orientations idéologiques, mais nous souhaitons qu'ils n'aient tous, mouvance ou opposition, avoir l'orientation de développer le Bénin. Et ça se développera par le travail, rien que le travail, et non pas de situation de confrontation armée, etc. Je crois que le Béninois, par nature, est un être humain, paisible, pacifique, qui veut la paix, qui veut le travail. Il faut voir notre devise. Il suffit de chercher à nous conformer à notre devise et le lendemain sera meilleur. Et je crois que c'est l'espérance, c'est tout l'espoir que le président Talon a donné dans son message d'investiture, qui a parlé de hautement social, qui a parlé de développement durable, qui a parlé de la gouvernance de rupture. Merci à vous, Maître Abraham Zizindokwe. Chers amis internautes, en outre, on retiendra de cet entretien que notre invité a défini la transhumance. Il a fait la part des choses entre la transhumance parlementaire et la transhumance extra-parlementaire. Il a fait le rapprochement entre le monde animal et le monde politique. Il a parlé également de la transhumance partisane ou politique. Il a parlé également au cours de cette émission de la transhumance civile. Au cours de cette émission, il a exposé l'essence de la réforme du système partisan qui est de réduire le nombre de partis politiques et d'avoir des partis politiques d'envergure nationale. Il a révélé les moments où se font montre les événements, pour ne pas dire les actions qu'on qualifie de transhumance politique. Il a révélé ces moments et il a justifié également pourquoi ces acteurs politiques vont à de telles entreprises. La véritable idéologie, c'est le développement de notre pays, a laissé entendre notre invité qui a exposé le bien fondé des conférences de l'Union ouvertes à tous les Béninois. Il a fait part de sa proposition de loi en date du 17 septembre 2004, ouvrage ma part de législature, ouvrage dans lequel il nous a fait part de quelques passages et il nous a fait savoir que pour régler le problème de façon radicale, pour enrayer la transhumance, il faut un amendement constitutionnel. Il a partagé de passages forts et édifiants de la Constitution du Congo en date du 20 janvier 2002. La réforme du système partisan n'est pas un carcan, nous a déclaré au cours de cette émission Maître Abraham Zizindokwe. Il nous a parlé des conditions internes des partis politiques, notamment des conditions de démission des partis politiques. Ce qui se passe ces jours, c'est de la communication, nous a fait savoir notre invité, qui nous fait savoir également qu'il y a beaucoup d'adhésions qui se font dans l'anonymat, dans les différentes formations politiques soutenant les actions du chef de l'État, et également au niveau de celles qui ne soutiennent pas les actions du chef de l'État. Une démission peut durer 5 mois, voire 6 mois, nous a appris notre invité au cours de cette émission. Il annonce d'autres amendements constitutionnel jusqu'au dernier quart d'heure du second quinquennat du président Patrice Talon. Pour lui, jusqu'au dernier quart d'heure de ce second quinquennat, il y aura des réformes. Et ces réformes vont servir tout le monde, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Parlons du hautement social évoqué par le président Patrice Talon lors de son discours d'investiture consacrant le démarrage de son second quinquennat. Le premier quinquennat était social, nous a fait savoir Maître Abraham Zizindokwe, et il a argumenté dans ce sens. Pour lui, le social n'a pas le même entendement pour tout le monde. Le social n'est pas de la charité, c'est par le travail qu'on se développe, c'est par le travail qu'on s'enrichit. Il a fait la différence entre le social corrupteur qu'il a dénoncé tout au long de cette émission et le social développeur qu'il a encouragé au cours de cette émission. Il a fait savoir qu'il a eu du social sous Patrice Talon 1, c'est-à-dire de 2016 à 2021, à travers l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité pour les citoyens béninois, l'accès à l'école à travers les coûts et également le favoritisme avec les cantines scolaires, l'accès aux routes. Pour lui, c'est également du social. Il se réjouit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il se réjouit également de l'effectivité, de la pérennité des cantines scolaires dans nos écoles pour le bonheur de nos écoliers. Il faut travailler pour gagner sa vie, a martelé au cours de cette émission Maître Abraham Zizindokwe. Pour lui, les responsables politiques ne sont pas l'incarnation de l'État, mais chaque citoyen incarne l'État. Il s'est réjoui à plusieurs reprises du projet Arche et des logements sociaux.
Parlant de la jeunesse, il dit que la jeunesse a un rôle important dans le développement d'une nation. Mais pour inverser la donne, il faut une jeunesse éduquée et formée. Il a partagé avec nous des extraits de Alain Foka lors des conférences de l'Union. Avant d'être jeune acteur, il a fait savoir qu'il faut être leader et avoir des éléments élémentaire de leadership. On doit avoir du leadership en soi. Il a vanté les mérites organisationnels de sa formation politique, l'Union progressiste, dont il est membre du présidium et responsable à la formation. Parlant de la décision de la France qui accorde l'asile politique au juge démissionnaire de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriette Batamoussi et Sowe, pour lui, la décision de la France est souveraine. Parlant du cas de Joël Frédéric Caïvo et de Rika Madougou, au sujet des commentaires qui foisonnent sur la toile, notamment par rapport à la procédure qui paraît longue, il a dit que le fond et la procédure, il faut faire la part entre les deux au niveau de la justice et que la procédure est protectrice du justiciable. Il faut pas faire de pression sur la justice, a lancé notre invité. Le rythme de la justice diffère de celui de la politique. Patrice Talon ne rend pas les décisions de justice. La loi est impartiale et s'applique à tout le monde. L'essentiel, c'est que le droit soit dit en toute équité et égalité. La justice n'est pas partisane. Ça tape dans tous les sens et de tous les côtés, nous a dit Maître Abraham Isidokwe, que je rappelle est ancien président de la Cour suprême du Bénin et ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Pour lui, lorsque nous parlons des mesures de décrispation de la tension sociopolitique, il a dit qu'il faut distinguer les problèmes d'ordre privé de ceux d'ordre étatique. Il a salué les efforts effectués par le préfet du département des Collines pour décrisper la tension sociopolitique au Bénin. Il a rappelé que le Bénin appartient à tous les Béninois, qu'on soit de la mouvance et de l'opposition, et que nul n'a l'exclusivité de l'appartenance à la République du Bénin, et donc tout le monde doit se soumettre aux mêmes lois. Il a rappelé également l'appel du chef de file de l'opposition, Paul Hongpei, qui invite à un cadre de concertation pour que l'opposition puisse effectuer des actions unifiées et en toute coordination. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zindokwe. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, ancien ministre, ancien président de la Cour suprême du Bénin, élu 3 fois député au Parlement lors des premières, 4e et 8e législatures. Vous êtes professeur d'université de votre État. Vous êtes également ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA, vice-président du parti politique Union progressiste, responsable à la formation. Merci une fois encore. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien et très bonne journée dominicale en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.